Tu dis que tu es de gauche parce que tu te considères ouvert d'esprit et que tu recycles, ou au contraire, tu dis que tu es de droite parce que tu aimerais faire baisser les impôts et serrer la vis sur l'immigration, mais au final, est-ce qu'on sait vraiment à quoi ça correspond le clivage gauche-droite? Le problème en politique, c'est qu'on essaie de faire rentrer l'ensemble des opinions dans seulement deux petites boîtes, la droite et la gauche. Ça, c'est super pour un politicien qui essaie de te faire voter pour lui, mais lorsqu'on tente de réellement comprendre le fond de la politique, ça devient catastrophique. Le problème, c'est pas que la gauche et la droite, ça existe pas. Au contraire, le clivage est bien présent. C'est juste qu'on comprend pas réellement ce qu'il représente. Aujourd'hui, dans Zone Grise, on va essayer de démystifier les deux pôles traditionnels en politique que sont la gauche et la droite. Et pour ce faire, j'ai eu la chance de parler à Janine Mossu-Dlavo, une directrice de recherche à Sciences Po Paris, une des universités de sciences politiques les plus réputées dans le monde. Donc, je m'appelle Janine Mossu-Dlavo. Je suis directrice de recherche émérite de Sciences Po Paris. C'est un laboratoire de sciences politiques. J'avais fait avant l'IEP de Paris, c'est-à-dire l'Institut d'études politiques. Donc, je suis diplômée de Sciences Po. Mon prochain livre paraît le 30 avril, donc c'est bientôt. Ce sera mon 35e livre. Mais avant de comprendre la réalité du terrain actuel, il faut comprendre d'où ça vient la gauche et la droite. Partez pas, je vous fais pas un cours d'histoire, laissez-moi 12 secondes pour vous expliquer. Après la Révolution française, les parlementaires se sont réunis pour discuter de l'avenir de la France. À droite du président de l'Assemblée, il y avait les royalistes, un peu plus conservateurs, et à gauche, les républicains, qui étaient, eux, révolutionnaires. C'est de là que vient le clivage gauche-droite, tout simplement. Pour s'aider à simplifier la droite et la gauche en politique, on va prendre deux sujets qui vont vous aider à visualiser ce que c'est le clivage, l'économie et l'aspect social. Commençons par l'économie. Si on devait décrire en deux mots la différence entre la droite et la gauche, on dirait que la droite prône un libéralisme économique, tandis que la gauche prône un interventionnisme d'État. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Commençons par la gauche. Je viens tout juste de vous dire que la gauche prônait l'interventionnisme dans l'économie. Ça, ce que ça veut dire, c'est que les personnes de gauche pensent que l'État devrait intervenir dans l'économie et les finances publiques pour l'aider à la réguler. Par exemple, une politique de gauche serait d'investir massivement dans les infrastructures et les services publics. Écoles, hôpitaux, services sociaux. En gros, la gauche voit la consommation comme étant le moteur principal d'une économie publique. Pour vous aider à mieux comprendre comment ça se met en place, je vous ramène quelques années en arrière dans vos cours de philosophie et d'économie. Est-ce que vous vous souvenez de John Maynard Keynes? Non? Mais je vais vous expliquer rapidement c'est qui. Keynes était parlementaire britannique dans une époque où l'économie vacillait, puis il voulait doper le marché par l'investissement public. Puis ce Britannique a développé une théorie économique qui est encore partiellement utilisée par la gauche aujourd'hui. Selon lui, une demande globale insuffisante allait nécessairement mener vers du chômage excessif et donc impacter l'économie tout entière. Pour stimuler une économie, il faut nécessairement augmenter le pouvoir d'achat des citoyens. Pour ça, on peut passer par deux manières différentes. La demande, donc en augmentant les revenus de la population, ou par l'offre en faisant chuter les prix artificiellement ou naturellement. Vous l'aurez compris, pour Keynes et la gauche, c'est en augmentant les revenus des citoyens qu'on va réussir à restimuler l'économie. On veut donc se servir de la demande comme un levier pour jouer positivement ou négativement sur la santé des marchés et de l'économie. Mais c'est pas tout. Je vous ai dit qu'en un mot, la gauche c'était l'interventionnisme. Keynes était un grand adepte de ça. Que ce soit en période de récession ou en période d'expansion, l'État doit agir pour réguler les marchés. Keynes nous donne un exemple. Si le chômage est trop élevé, le gouvernement doit investir massivement dans des projets d'infrastructures publiques qui ont une demande élevée en main-d'œuvre. En gros, en offrant de l'emploi, on va stabiliser les salaires et donc stabiliser l'économie. Concrètement, quand le privé n'a pas le courage d'aller investir en raison du risque, c'est le gouvernement qui va financer pour espérer avoir un retour sur investissement avec les impôts et les taxes qui vont avoir été payés par la main-d'œuvre, par les entreprises qui s'en sont chargées et par l'activité économique potentiellement développée grâce aux infrastructures créées. Puis à l'inverse, si on voit une demande qui est trop croissante, on va augmenter légèrement les impôts pour faire baisser la consommation et donc éviter une inflation non contrôlée. Donc ça, on résume vraiment beaucoup la théorie économique de Keynes. Plus de demande égale plus de production égale plus d'emplois égale une économie qui se trouve dans le vert. Mais là, si on sort de Keynes, la philosophie puis des théories macroéconomiques,
économique et qu'on revient vraiment à la gauche, je vais vous donner quelques exemples de tactiques qui pourraient être utilisées par un gouvernement de gauche pour atteindre les fins et avoir une économie qui est la plus en santé possible. Ils ont souvent tendance à augmenter le salaire minimum. Comme on vous l'a dit, pour gérer une économie, il faut soit utiliser le levier de la demande, soit utiliser le levier de l'offre. Et en augmentant le salaire minimum, évidemment, on vient jouer sur le levier de la demande. On va aussi jouer sur le levier de l'offre. Par exemple, si un prix est trop élevé, on peut implanter des prix plafonds qui vont limiter l'augmentation du coût. Par exemple, au Québec, on peut l'avoir sur le pain, sur le lait, sur les œufs, sur plein de produits de consommation journaliers. Pour faire très simple, on augmente les salaires minimums pour donner de l'essence, on place des prix plafonds pour éviter de brûler notre carburant trop vite, puis quand la consommation d'essence est trop rapide, on vient augmenter les impôts afin de réguler notre économie puis éviter une crise inflationniste. Évidemment, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup simplifié la vision de la gauche économique et j'ai énormément théorisé pour vous permettre de voir globalement qu'est-ce que ça reflète un parti de gauche au pouvoir avec les finances de l'État. Maintenant qu'on a parlé de la gauche, on s'attaque à la droite. En quelques mots, libre concurrence, initiative individuelle, limitation du rôle de l'État dans l'économie, libre-échange. À droite, on met l'emphase sur la propriété privée et sur le travail. Un de leurs chevals de bataille, ça va être la limitation de l'inflation. Un peu comme à gauche, mais là, ça va être les méthodes qui vont changer. Contrairement à la gauche où la demande était le levier de gestion macroéconomique, ici, on ne veut pas doper le marché. On veut le libérer en laissant libre l'offre. Concrètement, une politique de l'offre, c'est une limitation maximum de l'interventionnisme de l'État dans l'économie. En fait, on mise sur ce que certains appellent le ruissellement économique, le trickle down. Ici, on minimise les obstacles à l'enrichissement. Par exemple, la fiscalité, le droit des travailleurs, les charges sociales. Niveau fiscalité, à gauche, on appuie sur l'accélérateur, à droite, on vient faire chauffer les freins. Ce que veut la droite, c'est faciliter la création de valeur privée, ce qui va augmenter la concurrence et l'innovation et ce qui mène, grâce à la fameuse théorie de l'offre et la demande, à une diminution des prix et donc par ruissellement à une augmentation du pouvoir d'achat. C'est ce qu'on appelle la théorie de la débouchée de Jean-Baptiste Say. Une chose cruciale que les politiciens de droite veulent éviter, c'est un fort déficit public. Mais pourquoi ça? Si le déficit ou la dette sont trop élevés, on doit renflouer les coffres inévitablement. Puis la meilleure arme contre ça pour un État, c'est la taxe et les impôts. Mais on l'a dit, la droite veut diminuer au maximum la ponction des charges. Donc en évitant un déficit, on augmente la nécessité d'augmenter les charges sur les citoyens. La vision ici est super simple. Trop d'impôts tue l'impôt. Donc si on augmente trop l'imposition, les gens vont juste travailler moins pour descendre de tranches d'imposition et donc l'économie publique ne se portera pas nécessairement mieux. À droite, on mise donc sur une rigueur budgétaire et une stabilisation monétaire au lieu de se fier sur l'endettement. Mais ça, nécessairement, ça demande une diminution des services publics comme les écoles, les hôpitaux. On va plus se tourner vers le privé dans un gouvernement foncièrement de droite. Si je vous refais une analogie routière, là où la gauche va écrire un code de la route, la droite va retirer les dos d'âne et les pancartes de limitation de vitesse. Après avoir parlé de gros sous, il est maintenant temps de s'attaquer au côté plus social de la politique. On a commencé par la gauche pour l'économie, commençons donc par la droite pour le social. À droite, ce qui va primer, c'est la tradition, l'ordre, les libertés individuelles. Décrit la société, la fait fonctionner et le ressort de la société, c'est la hiérarchie, c'est-à-dire la verticalité, la hiérarchie. Il y a des gens plus doués que d'autres, plus intelligents que d'autres. Quand les gens, ils travaillent, ils sont prêts à fournir le maximum d'efforts, ils arrivent, ils peuvent vivre bien. Concrètement, à droite, on va s'opposer au progressisme social. Par exemple, on peut encore avoir des débats sur l'avortement, bien que de plus en plus de politiciens de droite l'acceptent. Ça va être la même chose pour les questions d'union homosexuelle ou de fluidité de genre. Refus d'une société multiculturelle. La question des immigrés qui se pose de façon même parfois assez violente. Évidemment, le discours va être beaucoup plus radical du côté d'une droite conservatrice. Là où une droite plus libérale va avoir un avis beaucoup plus nuancé sur les questions d'avortement, d'homosexualité ou d'identité de genre. En gros, la droite va préférer se référer à une vision beaucoup plus traditionnaliste de questions comme la famille. On va avoir un père, une mère, des enfants, puis sa petite maison. Une des raisons de ce conservatisme peut se trouver dans les textes religieux. La droite occidentale se rattache beaucoup plus au christianisme. Mon invité nous l'a dit, la droite a une vision beaucoup plus
vue verticale de la politique. On doit respecter l'ordre et la hiérarchie. Les gens ont une place, une valeur, et s'ils veulent le changer, ils doivent le mériter. L'autorité, l'ordre, l'effort. On vient de parler de mérite, puis ça c'est une question très importante à droite, c'est ce qu'on appelle la méritocratie. En gros, rien va être offert. Tu dois travailler, mériter ce qui t'arrive et ce que tu veux. Contrairement à la gauche où on va dire que tous et toutes sont égaux, à droite on va plus dire que tout le monde a une valeur. Il y a des gens plus forts, plus intelligents, plus riches, c'est comme ça. Et si tu veux que ça change, travaille pour. Voyez la droite sociale comme une entreprise. Il y a le boss qui est en haut, qui prend les décisions parce que lui a gravi les échelons à la sueur de son front. Il mérite donc d'avoir le mot de la fin puis le plus gros salaire. Maintenant, revenons à la gauche. Là, c'est trois mots qui vont primer: l'égalité, le progrès social et la solidarité. L'étoile polaire de la gauche, c'est l'égalité. Réduction des inégalités. Ne pas laisser quelqu'un au bord de la route. On conçoit la société comme un monde horizontal, équivalent les uns aux autres. La gauche cherche la justice sociale à tout prix, c'est-à-dire le combat contre toute forme d'inégalité, à commencer par des inégalités de chance. Ils estiment que malgré la richesse familiale, l'ethnie ou la position sociale, tout le monde devrait avoir la même chance de réussir dans la vie. Pour ce faire, il faut offrir à tous une éducation similaire, un système de santé accessible, puis un logement qui est disponible pour tous. Côté progrès social, la gauche va beaucoup plus défendre le droit à l'avortement, la libre union homosexuelle et se battre contre toute forme de discrimination, que ce soit raciale ou ethnique. Les représentants de la gauche vont beaucoup plus tendre vers le féminisme, c'est-à-dire se rendre compte des inégalités qu'il y a entre les genres et lutter contre celles-ci, par exemple contre les inéquités salariales. Pour atteindre cet idéal, les politiciens de gauche vont beaucoup utiliser ce qu'on appelle la redistribution des richesses équitable, c'est-à-dire offrir plus à ceux qui en ont plus besoin et prendre plus d'impôts sur les riches et les ultra-riches. C'est ce qui va permettre de faire baisser la braquette d'imposition des personnes qui ont moins les moyens, mais augmenter celle de ceux qui sont plus riches. On est ici sur un système beaucoup plus horizontal. Contrairement au boss, à droite, il va s'enrichir. Ici, il va baisser un petit peu son niveau salarial pour pouvoir en donner un peu plus à ses employés. Là, on a beaucoup parlé d'équité et d'égalité, mais c'est important de faire la différence entre les deux. À gauche, on va prôner une égalité des chances, c'est-à-dire que tout le monde a les mêmes chances dans la vie en commençant. Contrairement à l'équité, à gauche, on va prôner, par exemple, une équité fiscale, où est-ce que là, on va ponctionner les gens selon leurs moyens, pour pouvoir aider ceux qui en ont le plus besoin. Donc, l'égalité, on est tous logés à la même enseigne, et l'équité, on va prendre des décisions en prenant en compte ceux qui ont plus ou moins de moyens. Là où à droite, on voyait une diminution des instances publiques, à gauche, ça sera pas le cas. Par contre, on va voir une augmentation de la bureaucratie, puis une diminution de l'incitation personnelle. Pourquoi travailler plus si je suis imposé plus? C'est ce qu'on appelle l'effet d'éviction. Bon, ça c'est la théorie, c'est super important pour comprendre la politique. Mais en pratique, comment ça se met en place? Jamais ou presque, vous allez voir un parti qui va se décrire comme étant la gauche ou la droite. En réalité, oui, les partis politiques sont rattachés à un des deux pôles, mais vont plus souvent se décrire eux-mêmes comme appartenant à un dogme qui lui-même est de gauche ou de droite. Par exemple, à droite, on peut trouver le conservatisme. Ça, c'est une idéologie qui va prôner le retour à la tradition puis un rapport très hiérarchique. Mais c'est beaucoup un terme parapluie qui est utilisé pour décrire toutes les politiques de droite. Ce qu'on connaît comme étant le conservatisme, souvent on devrait plus l'appeler néoconservatisme. Mais ça, c'est quoi? Le néoconservatisme est né dans les années 60 pendant la guerre froide. À cette époque, il se battait beaucoup contre le communisme. Mais évidemment, maintenant, c'est une époque révolue. Les néoconservateurs, aujourd'hui, vont beaucoup plus présenter une hostilité envers le monde arabo-musulman qu'ils considèrent trop près de l'islam radical. Donc, en général, c'est pas une hostilité contre la religion en tant que telle, mais contre les politiques des pays arabo-musulmans. Puis beaucoup d'adeptes néoconservateurs ont prôné un interventionnisme international afin de propager la démocratie partout dans le monde. Puis contrairement à la droite conservatrice, les néoconservateurs vont être un peu plus ouverts sur les questions sociales comme les droits LGBTQ ou l'égalité ethnique. Pour la gauche, on peut voir plusieurs courants de pensée, mais un qui va être très présent, c'est la social-démocratie. Ça, c'est une vision de gauche non révolutionnaire qui va prôner la réduction des inégalités causées par le capitalisme, mais de manière graduelle. On met de l'avant, évidemment, un État interventionniste en prônant la demande comme levier de gestion. Les sociodémocrates vont viser une équité et une égalité quasi parfaite. Ils vont être en faveur d'une immigration plus ou moins importante selon les visions. Contrairement au communisme, dans la social-démocratie, la propriété privée n'est pas abolie. En parlant de communisme, voici un deuxième dogme de gauche, le marxisme-léninisme. Le marxisme-léninisme préconise une communauté des biens. Pas de propriété privée
privée. En parlant de propriété privée, évidemment, je parle pas de ta brosse à dents. Je parle plus des moyens de production. Les entreprises, les usines, ça va être public. Contrairement aux sociodémocrates qui sont non révolutionnaires, souvent les marxistes-léninistes vont vouloir passer par une dictature dans le but de retirer toutes les classes sociales. Puis une fois que ça sera fait, on retire l'État dans le but que la société puisse s'autogérer à terme. C'est ce qu'on appelle la dictature du prolétariat. Dans leur idéal, toutes les ressources seraient distribuées égalitairement. Donc inévitablement, il n'y aurait ni riches ni pauvres. Finalement, en politique, l'important c'est pas savoir si vous êtes de gauche ou de droite, mais ça reste quand même un bon indicateur pour voir vos valeurs sur un angle général. De toute façon, les politiciens aujourd'hui vont avoir une vision plus ambivalente, de gauche sur un aspect, de droite sur un autre aspect et vice-versa. Et ça, c'est pareil pour nous. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez ambivalent, vous savez pas si vous êtes de gauche ou de droite, vous savez pas comment vous positionner sur cet axe. Si vous voulez un secret, vous n'avez pas à vous positionner sur cet axe. Au lieu de savoir si vous allez voter à gauche ou à droite, votez pour celui qui représente le plus vos valeurs. Puis vous savez quoi? Il n'y a aucun parti qui représentera à 100% vos opinions. Mais après tout, peut-être qu'au final, vous êtes centriste. Mais ça, on se garde ça pour une autre vidéo. C'était Mathéo de Zone Grise. J'espère que j'ai réussi à vous faire comprendre rapidement et simplement la droite et la gauche. Et nous, on se dit à la prochaine.